Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Trans et militants militantes, se forger par la lutte dans les années 1970 et 1980 en France, de Lou Bossy, ancien étudiant de l'école des hautes études en sciences sociales, qui travaille également dans l'association qui œuvre pour la santé sexuelle et les droits humains. Un ouvrage aux presses universitaires de Rennes 2026 que je remercie sincèrement pour l'envoi. Un travail extrêmement minutieux et essentiel afin de contextualiser la situation aujourd'hui. Un travail minutieux car se plonger dans une démarche bien historico-sociologico-politique des années 70 et 80 au prisme des références disponibles nécessite une organisation méticuleuse et des précisions nécessaires quant aux absences et aux invisibilisations. Alors, un des objectifs de ce travail est notamment de montrer comment bien, le sujet et les mouvements trans doivent être pensés en lien avec d'autres luttes comme le groupe FOL, entre guillemets, révolutionnaire des gasolines, les luttes des travailleuses du sexe, les luttes homosexuelles et lesbiennes, ou encore les luttes de père et danse du pasteur Joseph Doucet. Alors plusieurs questions se posent au départ. Les luttes étaient-elles solidaires? Quid des spécificités en deux groupes et exogroupes? Comment les communautés s'entraident, se rejoignent ou au contraire se catégorisent, voire s'excluent, se réduisent? Quel lien entre les militances de genre et de sexualité et avec les mouvements féministes également? Quid des politisations et des médiatisations des vécus? Comment s'est développée la transmisogynie? Lorsque l'on parle de l'espace social du genre, pour situer Emmanuel Bobassi, quelles évolutions? D'où part-on? Qui fut invisibilisé? Les personnes transféminines, transmasculines, travailleuses du sexe, quel lien avec les déclassements, les fascinations? Ou encore, les stigmates sont-ils toujours les mêmes? Parle-t-on toujours de fléau social, cette expression horrible? Quid des prémices de celles que l'on appelle aujourd'hui TERF. Donc dans la première partie, on revient sur les questions de militance avec phare, FHAR, et les gasolines notamment, le temps des mobilisations, du militantisme, de la formation de groupes aux évolutions complexes, avec notamment pour objectif de lutter contre les répressions et les fascismes de genre et de sexualité. On peut observer une succession d'ailleurs d'avancées, de reflux, de progressisme, de conservatisme, de tensions internes, de questionnements notamment sur les concepts. L'objectif de phare, rappelons-le, notamment en 71, vise bien le renversement de stigmates. On évoque également dans l'ouvrage bien le MLF et les répressions envers les minorités sexuelles et de genre, pas seulement policières et judiciaires, mais également sociales. Alors le collectif trans, compris des gasolines, a marqué aussi l'histoire par son identité, sa démarche, sa diversité de profils et le témoignage, je cite, d'une dynamique socio-historique qui permettait l'existence et la revendication de la congruence sexualité-genre dans l'espace public. On parle peu d'ailleurs des gasolines, d'où l'importance des enjeux mémoriels à l'image des centres d'archives que l'on voit se développer aujourd'hui, et poursuivre ce qu'on appelle faire parler le rien, c'est-à-dire les histoires écrire les histoires trans avec des bribes, des fragments, silence, précise également Fanny Gallo, voilà, autrice de la préface, donc il faut bien tracer. Alors concernant les travailleuses du sexe, on retrouve finalement un certain nombre finalement de problématiques clivantes aujourd'hui. Je cite l'obsession des personnes perçues comme hommes, autrement dit effémimanie, est une composante de la domination masculine. Cet examen du mépris de la société pour les femmes trans met également en lumière un aspect du sexisme traditionnel, c'est-à-dire le fait qu'il cible les personnes non seulement pour leur féminité, mais aussi pour leur expression de la féminité, écrit Lou Bossy. On ne cesse de répéter, d'ailleurs, cet exemple en formation. Alors quelle relation d'ailleurs entre travailleuses du sexe cis et trans? Alors par rapport au travail du sexe, les amalgames sont particulièrement pléthoriques, transsexuel, travesti, homo, travelo et j'en passe. Quid de la responsabilité du cisgaze d'ailleurs dans ce cadre? Au regard d'ailleurs des ruptures familiales, pourquoi parle-t-on de moyens d'affirmation de soi et d'émancipation pour les personnes transféminines prostituées? Alors le champ des violences est protéiforme, violences policières, coercition étatique, rejet des mouvements, mépris, qualification de déviance et de pratiques déviantes, sans oublier bien évidemment les phénomènes de rivalité. Alors Karine Espinera, sur la question de la construction médiatique des marginaux, dans le cadre des personnes trans dans les années 70, précise, je cite, que bien, les exemples montrent que dans leur vie quotidienne, les expériences de vie des personnes trans se réalisent au gré et sous le regard d'une société alimentée par des significations stéréotypées, façonnées par des interprétations plus ou moins justes, plus ou moins humaines dans les médias notamment, qui tentent de traduire des réalités qui les dépassent encore. Alors aujourd'hui, ces questions se posent toujours encore au travers d'un traitement médiatique irrespectueux, stigmatisant.
On retrouve également aujourd'hui les débats entre protection, accompagnement ou encore abolitionnisme. Alors sur les questions de mémoire, Lubossi conclut notamment en expliquant que les omissions eh bien, sont dues à la médiatisation des leaders cis, à l'exclusion des personnes transféminines dans des espaces médiatiques de porte-parole, un rejet de leurs revendications, avec l'idée aussi que la parole et les témoignages des personnes transféminines n'ont pas été inscrits sur le papier. C'est un ultime signe pardon, de leur condition sociale ne leur permettant pas bien d'accéder à la postérité. Quid également des personnes transmasculines dans ce paysage médiatique. Quelle relation entre vécu lesbien et transmasculin? Lou Boissier écrit notamment que une archive montre une crispation d'ailleurs autour de la représentation des lesbiennes. Les invisibilités par rapport aux homosexuels et leur stigmatisation spécifique engendrent pour les militantes un désir d'affirmation de leur identité. Alors poursuivons, les mobilisations homosexuelles et lesbiennes étaient-elles plus inclusives auparavant ou à l'inverse plus excluantes? Dans quelle mesure retrouvait-on déjà des perceptions normatives réductrices? Les événements étaient-ils déjà traités en faits divers? Dans quelle mesure la question des rôles de genre, leur remise en cause, était-elle un élément central des pratiques militantes? Alors je cite, l'existence des personnes transféminines et transmasculines, notamment dans les espaces homosexuels et lesbiens, a été un élément interrogeant les personnes militantes et a pu jouer un rôle global dans la constitution communautaire et politique homosexuelle et lesbienne sur la période. Alors on avance toujours dans l'histoire, on arrive bien évidemment sur les questions de revendication, de dépsychiatrisation notamment, de l'abrogation des alinéas de loi réprimant les relations homosexuelles, en passant par la création de la discrimination de l'homophobie. Donc on voit bien une histoire marquée par des tensions, des arbitrages, des arrangements, mais aussi donc des violences policières, des jurisprudences arbitraires, l'entreprise de réification des psys, les raccourcis psychanalytiques stigmatisants, ou encore le désintéressement des hommes politiques. On est notamment aussi au début des années 80 et le désenchantement ne s'arrêtera pas. Alors, une histoire également marquée par l'apport des luttes de Père et Danse, avec Joseph Doucet qui tient à la mise en place dès les années 70-80 d'espaces communautaires d'écoute et de soutien pour les personnes homosexuelles, trans et marginalisées à une époque de forte stigmatisation, en articulant accueil pastoral, entraide entre pairs et mobilisation politique. Il a contribué à légitimer bien la parole des personnes concernées comme ressources expertes. Et d'ailleurs, son action a participé à structurer des réseaux de solidarité et à visibiliser les violences subies bien avant l'institutionnalisation des dispositifs LGBT+, comme on peut les connaître finalement aujourd'hui, un peu plus contemporains. Alors je cite Lou Bossy dans ses dernières lignes, étudier l'histoire des personnes trans, c'est en quelque sorte persister. Les personnes trans ne sont pas des sujets anti-historiques. Persister donc dans le recueil des archives, leur organisation, leur préservation et leur mise en valeur de manière accessible. Persister contre les persécutions et contre l'immense édifice de l'oubli. On est vraiment bien ici dans un acte quelque part politique de persistance et de résistance contre l'effacement. En résumé, un ouvrage vraiment, on l'a dit, historico-sociologico-politique qui retrace, à partir des archives disponibles et de leur silence, la formation des subjectivités et des mouvements trans dans les années 70-80, en les pensant toujours en lien avec les autres luttes de genre, de sexualité et de marginalité, et donc en montrant que faire l'histoire des personnes trans est déjà un acte politique contre l'oubli. Je vous souhaite vraiment une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.